Merci de nous rejoindre dans le débat de ce lundi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous voulons aborder cet appel des évêques du Bénin pour des élections apaisées. Réunis pour la 75e session ordinaire, la conférence épiscopale du Bénin a invité les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans la justice et la vérité. Comment chacun de ces acteurs pourrait-il jouer la partition attendue pour le maintien d'un climat de paix? La question sera posée à mes invités tout à l'heure. Ensuite, nous nous pencherons sur une initiative récente du gouvernement, la création d'une commission nationale visant à lutter contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Nous analyserons donc son utilité et sa capacité à réellement résoudre le problème de la protection des créateurs. Trois invités pour le débat, deux déjà en studio. Je suis avec Monsieur Justin Yoro, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, comment vas-tu? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Toujours un plaisir d'être sur le plateau de E-Télé pour débattre de sujets d'actualité. Merci pour votre disponibilité. Alors, à ma droite, comme tous les lundis, on l'espère en tout cas, Mohamed Liamidi, spécialiste en communication digitale et éditoriale. Bonsoir Mohamed Liamidi. Bonsoir Angèle Toboula, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au Bénin. Et un troisième qui, nous l'espérons, va nous rejoindre, c'est Anselme Atemi. Il est journaliste indépendant. Nous n'allons pas l'attendre puisque vous, mesdames et messieurs, vous êtes là. Nous allons démarrer. Alors, chers invités, vous qui êtes déjà là, vous avez lu tous ce communiqué de la 75e session ordinaire de la CBE. En l'occurrence, le point 11, à travers lequel les évêques invitent toutes les parties prenantes à l'organisation et à la tenue des élections générales au maintien d'un climat de paix. La première question, elle est pour vous, Monsieur Agnoro. Alors, de votre côté, comment percevez-vous l'importance de la préservation de la paix, de la justice, etc., à l'approche de 2026, un peu comme l'ont souligné les évêques du Bénin? Oui, la conférence épiscopale du Bénin est pleinement dans son rôle. Un rôle d'anticipation, un rôle pour que la paix soit maintenue. Parce que je pense que l'ambiance qui prévaut au Bénin est une ambiance qui transpire la paix. Et c'est toujours important que cette paix soit maintenue, entretenue et soutenue. Et lorsqu'on dit épiscopal, ça vient de episcopus, qui veut dire surveillant, qui veut dire que les évêques sont dans une démarche pour que les Béninoises et les Béninois puissent établir une culture de la paix. Ils ont dit que nous devons éviter des discours qui font l'apologie de la violence. Ça veut dire que nous devons faire violence sur la violence, nous devons haïr la haine afin que le vivre ensemble, le construire ensemble soit prôné pour des élections apaisées. Nous avons eu par le passé des moments où nos cœurs ont été habités de peur et de rancœur. Et aujourd'hui, je pense que cette anticipation est un socle nécessaire pour nous tous afin que nous puissions prendre les dispositions requises pour prôner la paix. Nous ne dirons pas si tu veux la paix, prépare la guerre, mais nous dirons si tu veux la paix, prépare la paix. Une anticipation qui doit être prise comme le socle. Mohamed Liamidi, il y a beaucoup d'observateurs qui ont eu à reprocher à la CEB, enfin en tout cas aux évêques, de prendre position sur certains sujets. Mais là, la conférence épiscopale du Bénin, donc les évêques, interpellent toutes les parties prenantes pour la préservation de la paix. Je demandais tout à l'heure comment Juste Ayuro percevait l'importance de cette préservation de la paix à l'approche de 2026. Je vais vous poser la même question. Vous savez, un peu comme pour utiliser cette expression connue de tous, avec ce communiqué, je peux dire tout simplement que, et je vais le dire sans fioriture,
l'Église est en train de se ramener elle-même au centre du village, c'est-à-dire qu'elle est en train de trouver la place qui est la sienne, et ça permet, pour maintenant aller dans le sens de l'expression, de remettre les idées de chacun et de tous en place. Chacun et tous, quand je le dis, je parle des membres de notre société. Et donc que chacun puisse jouer sa partition, et en restant, ou du moins en retrouvant cette posture à travers ce communiqué, pour moi, l'Église est en train de jouer ce rôle qu'on lui a connu depuis toutes ces années, depuis que nous avons embrayé, depuis que nous sommes entrés dans cette ère qu'est le renouveau démocratique, avec l'organisation des élections à bonne date. Nous l'avons toujours fait, et la participation de tout un chacun, c'est-à-dire que l'apport juste de tout, je dirais, de toutes les parties prenantes à ces élections, pour que ça se passe dans la paix, dans la cohésion sociale, dans l'unité nationale. Et donc, c'est quelque chose de bien qu'il faut saluer. Quand nous avons décrié les positions antérieures, quand je dis antérieures à ce communiqué de l'Église, et dès que ce qui est arrivé là est arrivé, il faut aussi reconnaître ça à sa juste valeur, et remercier d'ailleurs les évêques, donc la conférence épiscopale, pour ce rôle qu'elle a toujours joué, et qu'elle vient encore de jouer à travers ce communiqué. La préservation de la paix, pour moi, c'est le comportement, comme on le dit, c'est le comportement de tout chacun. C'est d'abord la volonté de chaque partie prenante à respecter la loi. Parce que nous sommes dans une république. Et moi, j'ai souvent du plaisir à le dire. Chaque fois que cela est nécessaire, nous serons là pour rappeler à chacun et à tous que nous sommes dans une république. Et dans la république, tout se fait conformément à la loi. Les élections, nous savons que ça doit arriver. Nous connaissons déjà la date des élections, et chaque partie prenante connaît le rôle qui est le sien, qu'il doit jouer pour que les élections se passent dans la paix, dans la concorde, dans l'unité. Et quand je dis chaque partie prenante, il y a d'une part le gouvernement, il y a d'une part les partis politiques, et il y a d'une part ce qu'on appelle l'OGE, c'est-à-dire que l'organe de gestion des élections. Et donc chacun est en train de jouer son rôle. Le législateur aussi a déjà joué son rôle en nous permettant, en créant le cadre législatif, le cadre légal, le cadre juridique, en nous permettant de connaître déjà à l'avance, bien avant, les dates des différentes élections. Et l'organe de gestion principal, c'est-à-dire la Sénat, qui organise les élections sur toute l'étendue du territoire, est déjà appuyé depuis, ainsi que les autres organes aussi chargés du règlement du contentieux, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Chacune de ces institutions-là, à leur niveau, font déjà ce qu'elles doivent faire pour que les élections se passent dans le calme et dans la concorde. Maintenant, des institutions. en tout cas pour moi, quand on a dit ça maintenant, nous faisons maintenant face aux autres, c'est-à-dire les acteurs c'est-à-dire les partis politiques qui doivent participer à ces élections en faisant ce qu'il faut pour se conformer à la loi, répondre aux critères pour participer aux élections, élaborer les listes, déposer, en tout cas tout ce qui tourne autour de la participation, ça c'est en ce qui concerne les partis, et respecter les lois, respecter le calendrier, pour que globalement tout se passe bien pour le pays, et que nous nous en sortions encore une fois grandis après cette expérience que nous nous attelons à faire en 2026, qui est particulièrement une première parce que ce sera des élections
générale. C'est en ça que c'est une première. Sinon, si ce n'est que organiser, participer à des élections, ce n'est pas quelque chose de nouveau sous nos cieux. Mohamed l'introduit très bien, ce qui me donne moi la main de vous poser la question à vous, Monsieur Ayoro. A-t-on besoin de cette exhortation si chacune des parties prenantes, surtout les partis politiques ou les acteurs politiques, jouaient leur partition? Ne serait-ce pas ces nombreuses postures tranchées des uns et des autres dans les jeux d'acteurs, des positions parfois même assimilées par certains à un chantage à la paix qui amène souvent à revenir à un concept qui devrait être ou qui devrait aller de soi? Je pense que la conférence épiscopale du Bénin est dans une démarche de pédagogie. Et c'est cela qu'il faut saluer. Et on répète, la conférence épiscopale adopte cet exercice chaque fois qu'il y a des échéances. Et nous voyons bien le contexte de notre pays. Et en le faisant, il se connecte un peu à ce que le pape Léon XIV a dit, la paix soit avec vous. Et lorsqu'il a été élu, c'est ce qu'il a dit, dans ce monde saturé de bruit, dans ce monde saturé de dissensions, et comme on le remarque souvent dans le secteur politique, il est important de tenir le bouclier pour empêcher que les situations ne dégénèrent. Donc, et la paix que la conférence épiscopale prône, cette paix doit éclore et croître au niveau du terreau de la responsabilité individuelle. C'est là où je rejoins mon ami lorsqu'il parle des lois. Parce que la liberté elle-même se définit comme le respect des lois que nous nous sommes prescrites. Alors, je vois que au niveau du landerneau politique au Bénin, il y a souvent énormément de conflits. Il y a des malentendus. Et quand on parle des évêques, on dit souvent nos pères évêques. Et lorsqu'on est père, c'est un honneur. Et un honneur est une charge. Comme les latins le disent, honor onus. Et la charge, c'est de pouvoir cultiver chez chacun et chez chacune la responsabilité individuelle, c'est de pouvoir cultiver l'esprit de la responsabilité collective afin que nous puissions plutôt bâtir notre société sur la prévention au lieu de travailler sur la thérapie. Donc il y a là un diagnostic qui est posé afin que nous puissions mesurer les risques de ce vers quoi nous allons. Donc il s'agit des parties prenantes, des institutions, mais il s'agit aussi des acteurs politiques. Et les acteurs politiques, ce sont les citoyens. Donc la responsabilité citoyenne est engagée. À la suite de la conférence épiscopale du Bénin, je voudrais que les acteurs de la société civile aussi puissent commencer à dénoncer un certain nombre de choses qui pourraient arriver, mais il ne faut pas miser sur la dénonciation, il faut miser aujourd'hui sur l'énonciation. Je voudrais parler comme l'énonciation des valeurs et des principes qui doivent régir notre vie ensemble. Donc, nous nous limitons souvent dans le contexte politique aux revendications, aux dénonciations, mais nous avons beaucoup de peine à énoncer les valeurs qui doivent préserver notre vie sociale. Et après la conférence épiscopale, ils ont donné le top. Il faudrait que les responsables de la société civile puissent jouer leur partition afin qu'on ait un cumul d'initiatives pour cette paix que nous appelons de tous nos voeux. C'est un seul Athémie, vous nous avez rejoint. Bonsoir à vous. Je vous pose la question. On a commencé sur la première question. On en est à la question cruciale. Si les acteurs politiques, je préfère les indexer directs puisque les autres sont des associations, ça c'est les organes chargés donc de la matérialisation des processus. Si les acteurs politiques arrivaient réellement à jouer la partition qui est la leur, est-ce qu'on devrait être là à exhorter incessamment à la paix qui devrait normalement guider nos différentes actions? C'était ça la question avant que vous nous rejoigniez. Ma réponse va être, elle va être d'abord fermée et catégorique avant d'aller à une explication. Disons d'ailleurs bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à chacun et à Merci. tous. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Angèle, bonsoir le plateau. Non, ma réponse à moi c'est non. Non. S'ils jouaient leur rôle
et qu'il le jouait avec efficience et avec loyauté, je ne pense pas qu'on devrait avoir à aller vers ces contours-là, parce que cela ne se fait que pour encadrer les choses, pour faire un peu le job qu'ils devraient faire au niveau de leurs différentes institutions politiques. Parce que je suis de ceux qui pensent et ceux qui soutiennent également que si chaque citoyen était dans un parti politique et dans ce parti politique est éduqué à ce qu'il doit avoir comme comportement, comme geste pendant une élection et même après une élection, nous ne serons pas à chaque veille d'élection à enseigner, à éduquer, à rappeler à ce qu'il faudrait préserver la paix, préserver les acquis démocratiques, etc., etc. Donc, le travail d'abord doit se faire au niveau des partis politiques et ce sont les acteurs politiques qui doivent jouer ce rôle-là au niveau de leur parti politique. Je pense que c'est à ça que servent un peu les écoles politiques qu'ils organisent souvent. Donc je pense que non, s'ils le faisaient bien, on ne serait pas là à faire ces éducations-là. Mais n'empêche, il n'est jamais trop tard pour bien faire, on dit. Donc aujourd'hui, ils peuvent encore se rattraper en sensibilisant, en éduquant, en sociabilisant et en renseignant leur base politique, leurs électeurs et toute la population béninoise sur ce qui devrait être fait pour que nous puissions avoir des joutes électorales en toute quiétude et en toute pacificité. Alors, Mohamed Liamili, on ne saurait pas, peut-être dans ce contexte, même s'il est vrai qu'à chaque approche d'élection, il y a de ces sensibilisations, même si elles ne sont pas toujours directes, il y a de ces sensibilisations au maintien de la paix. Ma question, la voici, si on n'avait pas connu cette période que M. Agnoro rappelait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cet énième appel de la conférence épiscopale aurait un autre écho? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Quand vous parlez de période qu'on a connue, est-ce que vous parlez de la période, je ne sais pas, des conflits qu'on a de 2019 enregistrés, à 2023. bien évidemment. Je pense que c'est réducteur, c'est trop fermé. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit à mon avis? Le fait pour la conférence de faire ce rappel, parce que je l'appelle rappel, parce que la conférence l'a toujours fait. Oui. A priori, c'est pour la conférence de pouvoir toujours jouer son rôle. C'est-à-dire qu'elle a toujours joué ce rôle. Est-ce qu'il faut se soustraire? Il ne faut pas se soustraire. Alors, jouer ce rôle, même si ça ne diminue, même si ça n'apporte pas un plus, ce qui est sûr, ça ne diminue rien. C'est-à-dire que c'est utile. D'accord? Ça, c'est une première. La deuxième chose, maintenant, je m'en vais au pourquoi. Le pourquoi ici, c'est que, première chose, de mon point de vue, c'est parce que depuis, je peux même dire depuis 40 ans, depuis qu'on y est là, on est entré dans le renouveau, tout ça, avant même le renouveau, il y avait des élections et tout. Depuis que nous sommes pays, c'est-à-dire que nous avons acquis cette souveraineté, je dirais, et qu'on a commencé par avoir élection et ainsi de suite jusqu'au de l'ère d'avant le renouveau démocratique, ensuite dans le renouveau, nous n'avons pas toujours su, et jusqu'à là, nous n'avons pas pu réaliser, c'est-à-dire devenir réellement une nation, faire nation. Faire nation alors pour pouvoir faire ensemble, construire ensemble. Voyez? Et donc, à partir de ce moment, il n'y a que je dirais, bon, je peux le dire ainsi, citoyens, parce que là encore, on peut le mettre en greffe, on n'y est pas réellement. Nous ne nous sentons pas appartenir donc à une nation et donc à l'État-nation. À partir de ce moment, il est un peu, si vous voulez, je peux le dire ainsi, il n'est pas très lisible pour chacun que ce qui revient à chacun d'entre nous et donc à nous tous, c'est de faire en sorte que ce que nous avons en commun, qui est très important, je dirais, pour notre vivre ensemble, c'est-à-dire le fait de se sentir tous appartenir à l'État-nation, doit amener chacun de nous à avoir ce comportement-là pour préserver ce vivre ensemble et donc la paix, puisque c'est dans la paix que nous pouvons vivre ensemble. Et faire en sorte que nous soyons toujours amenés à vivre
côte à côte pour qu'un jour nous ne soyons pas amenés à vivre face à face. Parce que quand on vit face à face, ça veut dire qu'on veut s'affronter. Vous voyez? Donc c'est ça la chose. Et maintenant, le pourquoi, je continue toujours, je dis que si on en est arrivé là, c'est aussi et surtout parce que il y a ce que j'appelle et ce qui manque, donc la sincérité des acteurs. C'est-à-dire les acteurs politiques, parce que c'est toujours à leur niveau. C'est pas la conférence épiscopale qui fait des revendications, même si, bon, il leur est arrivé à un moment donné, là, je dirais un peu, comme je ne vais pas dire se tromper, mais vouloir jouer un rôle qui, à mon avis, n'est pas le leur. Et donc, voilà, quoi. Donc, ce sont ces acteurs politiques-là, ce sont ces partis-là, c'est eux qui, selon que ça les arrange, les jouent paix, revendiquent, et selon que ça ne les arrange pas, les joues impair viennent encore dire le contraire de tout ce qu'ils avaient dit. Et donc, c'est là que se pose le problème. Vous savez que la loi, nous sommes en démocratie, se vote à la majorité. Et à partir du moment où la loi est votée, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous la respectez et vous faites en sorte d'avoir la majorité pour pouvoir changer. C'est ça la démocratie, c'est ça la République. Mais on ne fait pas ça. On commence par incriminer la loi. Or, on perd de vue totalement l'objectif, parce que c'est l'objectif qui est d'abord défini. Et ensuite, maintenant, on prend des textes qui deviennent donc des lois, parce que nous sommes dans une république. Donc, la démarche, elle est claire comme ça. Mais ils ne le font pas comme ça. Ils savent très bien qu'ils vont finir par participer aux élections. Mais ils prennent tout le temps pour distraire le peuple, distraire tout le monde, associer, comme on l'avait vu, la conférence épiscopale, les évêques, la société civile, les syndicats, ainsi de suite. Et ils se baladent, ils vont de chapelle en chapelle, alors que ce qu'il y a à faire, c'est de faire face au cadre législatif et de faire en sorte que ça change. Et tant que ça n'a pas changé, la loi reste la loi et elle demeure. J'ai entendu un des membres de ce qu'il convient d'appeler la société civile dire le week-end passé dans une émission que, en tout cas pour eux, la loi c'est la loi, qu'ils feront en sorte que la loi soit respectée. J'ai dit, c'est bien. Ajoutez donc au communiqué de la conférence épiscopale, il me semble que chacun a commencé par retrouver, vous voyez, les idées de façon beaucoup plus claire, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est, je dirais, à saluer et qui est bien. Maintenant, il reste à espérer, je l'espère, et je suis même convaincu que les autres aussi, c'est-à-dire les acteurs politiques, vont commencer maintenant par faire preuve de sincérité en se concentrant sur le respect des lois, c'est-à-dire des critères pour participer aux élections. Et donc, ce qui fera que la paix sera préservée pour nous tous et la République va continuer. Et le développement va continuer, le progrès sera. Alors, Mohamed a mis le curseur sur un élément important, le respect du cadre législatif. Ce cadre législatif, d'ailleurs, qui est souvent source de conflits. On assiste à un débat aujourd'hui, à quelques mois encore des élections, sur le cadre législatif. Quand c'est pas le test électoral, c'est bien d'autres processus pour aller à ces élections. Si les acteurs, ne serait-ce, en tout cas ceux qui participent au jeu électoral, arrivaient simplement à se conformer à la rigueur ou aux lois simplement, Jules Sanyoro, est-ce qu'on serait là tout le temps à interpeller à la paix? Je repose la question, ça doit pouvoir être une chose que nous partageons tous sans mettre en péril l'État, même quand bien même nous tendons vers l'État-nation. Alors, comme l'a fait remarquer notre ami, nous sommes en construction. Nous sommes dans un apprentissage et l'apprentissage est toujours ardu. Mais ce que nous allons retenir, comme le stipule un proverbe islandais, la paix nourrit, le trouble consume. Et il faudrait que cela pénètre nos consciences. Et dans ce cadre, sachons que l'Église a un rôle. Et ce rôle réside dans la doctrine sociale. Oui, l'Église a un mot à dire aux hommes. L'Église a un mot à dire aux acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, le consensus qui fonde les acteurs politiques, c'est la loi. Et la loi, elle est dure, mais c'est la loi. La loi est d'application immédiate et générale. Et c'est à l'Assemblée nationale, nous leur avons donné mandat pour que les lois soient votées. Comme nous l'avons remarqué et nous le regrettons, nous sentons qu'il y a après une hypocrisie politique et nous commençons à nous regarder en chien de faïence. Alors que lorsque la loi est votée, nous sommes tenus d'organiser la paix autour de cette loi-là. Et c'est cela que les acteurs politiques doivent retenir. Et ce qui
convient de faire aussi, c'est que ces acteurs politiques doivent faire prévaloir la conscience républicaine. C'est très important. Aujourd'hui, il y a une transfiguration dans notre pays. Nous avons un pays qui se relève. Nous avons un pays qui s'élève. Nous avons un pays qui se révèle. Et pour cela, nous devons entretenir ce que nous avons. Ce qui fait que les actes de vandalisme qui pourraient naître parce qu'il y a des malentendus autour de la loi, nous devons contenir ces actes de vandalisme et respecter les textes. Ces textes-là, nous ne sortons pas les opposants lorsque les textes sont votés. Nous ne les sortons pas de l'Assemblée nationale. C'est en leur présence que les textes sont pris. J'ai lu quand même dans le discours, dans le message de la conférence épiscopale, qu'ils ont parlé des élections inclusives. Je pense que personne n'est exclu. S'il y a exclusion, c'est qu'il y a auto-exclusion. Nous commençons à hurler, nous commençons à faire beaucoup de bruit, mais en le faisant, nous sortons et nous nous extirpons de ce qui est organisé par la société. Nous avons un contrat social. Et le contrat social, c'est de trouver une forme d'association qui garantisse et protège tous les citoyens, afin que chacun obéisse aux lois et reste aussi libre qu'auparavant, pour utiliser les mots de Jean-Jacques Rousseau. Alors, lorsque nous avons ce contrat social, notre devoir, c'est de respecter ce contrat social. Et ce contrat social est consolidé par la loi. Quand on arrête quelqu'un pour une infraction, alors on pense qu'il s'agit d'agissement, qu'il s'agit de complot politique. Alors que nous devons savoir que Sarkozy répond au niveau de la France. Nous avons beaucoup de responsables politiques qui répondent parce que nous sommes acteurs politiques, mais nous devons travailler pour être de bons citoyens. Et le président Patrice Talon ne cesse de le marteler. Notre liberté ne peut que s'enraciner dans la responsabilité. Et il faudrait que les acteurs politiques dont nous parlons, il faudrait que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse internaliser cela afin que la paix vers laquelle nous nous dirigeons pour ces élections, nous puissions la construire en étant ensemble et en respectant ce que nous avons prescrit. Mais tout à l'heure, nous avons parlé de côte à côte, c'est très bien. Il ne faudrait pas que nous nous regardions face à face, mais côte à côte, mais j'irai plus loin. Être côte à côte, ce n'est pas suffisant, parce qu'il peut y avoir juste la position des égaux. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment d'être ensemble. C'est d'établir la force cohésive qui pourrait nous amener à construire et donc la République que nous attendons. Vraiment le schéma de l'État-nation, nous sommes en train de le bâtir et c'est la réforme même du système partisan qui nous permet cela. Nous avons parlé des écoles que nous avons au sein de nos partis politiques. Ces écoles-là doivent être des lieux où nous apprenons la bienveillance, où nous apprenons la paix. Cet Anselme Matemi, honorer ou respecter ce contrat social, évidemment comme garant de la paix. Oui, bien sûr, bien sûr. Et son honneur commence déjà par l'éducation. Et je voudrais aller un peu plus loin, au-delà des partis politiques, au-delà des décideurs. Je voudrais inviter, et je pense que cela va du moins de soi, inviter chaque parent, chaque citoyen à pouvoir non seulement éduquer leurs enfants, mais à pouvoir éduquer sur le fait qu'il faut partir d'une famille pour faire la société et partir de la société pour devenir la nation. Donc, c'est étape par étape. La paix, ou quoi que cela puisse être, son éducation passe déjà par le cercle clos de la famille, la petite famille. Donc, l'éducation doit commencer là, pour pouvoir aller ensuite de l'avant au niveau des associations que nous avons, au niveau des partis politiques que nous avons, mais également au niveau de la nation que nous constituons tous ensemble. L'ami tout à l'heure disait que nous avons du mal à pouvoir être une société, à pouvoir être une nation. Mais cela est tout simplement dû au fait que la plupart du temps, c'est quand il y a une chose à faire que nous nous sentons le besoin de nous mettre ensemble. La plupart du temps, nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes soit l'un face à l'autre, soit l'un près de l'autre. Et quand on est près de l'autre, c'est clair, en fait, tout le temps, en fait, c'est pour des intérêts.
pour des intérêts. Malheureusement, c'est ainsi. Nous ne sommes pas encore au niveau de la symbiose, au niveau de la cohésion que cela devait être pour pouvoir faire la nation, pour pouvoir faire la famille que nous devons constituer. Et donc, je pense que obéir aux lois que nous nous sommes nous-mêmes prescrits pour pouvoir jouir de notre liberté va à partir de la petite famille. Il faut que cela puisse être éduqué dès le bas pour pouvoir monter ensuite. Parce que si aujourd'hui nous sommes, ou ceux qui sont devant nous sont une génération qui n'est pas totalement parfaite, il faut que nous puissions travailler à ce que ceux qui viennent après nous puissent avoir un peu plus de perfection que nous autres. Et c'est là que je vais demander à M. Liamidi le rôle, à son analyse à lui, que le citoyen lambda qui est l'électeur à venir peut jouer pour être un artisan de cette paix et de la justice pour le bien-être de la nation. A priori, le rôle du citoyen, c'est de s'intéresser d'abord pour qu'il puisse jouer ce rôle qu'on attend de lui, parce que de quoi il s'agit? On parle d'élection. Et donc, quand on parle d'élection, qu'est-ce qu'on attend? On attend à ce que, parce qu'il est citoyen, qu'il comprenne que c'est un devoir, et donc se lever et aller faire un choix, et donc voter. Permettre donc à ceux qui pensent le développement, ceux qui pensent le progrès du pays, de se saisir de ce pouvoir que leur aurait confié les citoyens dans leur ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle le peuple, et pouvoir maintenant décider de quel sens aura le progrès de notre pays. Et donc, si on veut que le citoyen, c'est ça le rôle qu'on attend du citoyen, et donc quand on veut que le citoyen puisse jouer ce rôle, c'est que déjà en amont, les partis politiques doivent aussi jouer leur rôle, doivent aussi jouer leur partition, c'est-à-dire former les citoyens et les informer sur, par exemple, le cadre législatif, qu'est-ce que la loi a dit. Par exemple, là, on en est à ce que la loi a dit que pour lever des sièges, il faut 20% par circonscription électorale. Dans chaque circonscription, il faut que le parti puisse réunir 20% du suffrage exprimé. Ça veut dire quoi? Ça pose le problème, c'est-à-dire que ça pose la question de la participation citoyenne, donc du taux de participation. Il faut travailler donc à ce que ce taux soit élevé comparativement à ce qu'on a vu lors des élections passées. Donc, si on veut que le citoyen puisse jouer son rôle qu'on vient d'énumérer, il faut en amont que les partis aussi qui au finish, bénéficie du geste du citoyen pour pouvoir rendre la vie du citoyen un peu plus aisée dans la République, parce que c'est une relation de cause à effet. Donc, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Ce qu'on attend du citoyen dépend donc de ce que les partis ont fait. Et si on peut le comprendre de cette façon, chacun sera amené à jouer son rôle. Et je pense que les partis sont quand même en train, pour ce que l'on voit là, que ce soit l'Union progressiste, que ce soit le bloc républicain, que ce soit aussi, je le dirais comme ça, l'opposition, sinon le principal parti d'opposition, en train d'essayer de jouer ce rôle pour amener les citoyens à aller voter. Seulement que comment ils le font, c'est là que pour moi la question se pose. C'est-à-dire quoi? Ce qui doit être fait, si quelque chose doit être fait, ça a le mérite d'être bien fait. Si vous voulez oui, c'est-à-dire que si vous voulez que les citoyens jouent correctement ce rôle, il faut leur apporter les informations utiles. Il faut les former, donc leur apporter l'information utile pour pouvoir faire de bons choix. Et l'information utile pour pouvoir faire le bon choix, c'est de parler avec les populations des problèmes qui les concernent, c'est-à-dire aller les voir et parler de leurs problèmes. Que maintenant puissent se confier à ces partis-là et donc puissent porter leur choix sur ces partis. C'est ça ce qu'il faut faire. Vous avez dit qu'il faut le faire, il faut le faire bien. C'est-à-dire quoi? Le problème des populations, c'est pas code électoral, c'est pas ça leur problème. Leur problème à eux, c'est leur quotidien. C'est comment ils vont améliorer leur quotidien, comment ils vont boucler les fins du mois, comment ils vont, si je peux le dire ainsi, remplir le frigo, faire face payer les factures, ainsi de suite, l'éducation de leurs enfants. C'est ça, eux, leur problème. Que ceux qui ont du travail puissent vivre dignement de leur travail et que ceux qui n'en ont pas puissent espérer en avoir. Et donc contribuer aussi à l'effort de construction de la nation. C'est de ces problèmes-là qu'il faut aller
discuter. Donc, c'est ces informations-là. Comment on va pouvoir faire ça? C'est-à-dire que qu'est-ce que le parti propose et ensuite que donc les futurs électeurs, les électeurs comprennent et pouvoir faire leur choix pour, je vais dire, mettre la majorité d'un côté parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir diriger. Et que ça puisse continuer ainsi. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire. Non seulement il faut faire ce travail-là, mais bien le faire. Donc, c'est en ayant une vision globale de la chose, comme je viens de le dire là, que aussi bien le citoyen, c'est-à-dire que le citoyen pourra faire ce qu'on attend de lui, mais qu'en amont, cela doit être facilité par l'écoute attentive que les partis prêteront aux besoins et donc aux préoccupations de ces populations-là. Oui, Justin Yoron. Oui, et je voudrais revenir sur les propos de mon ami. Il a parlé de concurrence et je pense que c'est ce qui nous paralyse. Et effectivement, la famille étant la cellule de base de la société, nous devons commencer à mettre de côté la concurrence ruineuse pour privilégier la collaboration. Et il faudrait que cela soit spontané. Il faudrait que la fraternité soit constamment célébrée au niveau des Béninoises et des Béninois parce que nous sommes en train de construire quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes en train de construire quelque chose de grand. Et c'est au nom de l'unité que nous allons y arriver. Au niveau des partis politiques, il y a quand même un changement. Et lorsqu'il y a changement, c'est que le changement est souvent très pénible au début, mais à la fin, ce changement est accepté. Aujourd'hui, nous ployons sous le poids des réformes, mais nous savons qu'il n'y a pas de résurrection sans Golgotha. Nous sommes en train de parcourir le chemin qui va nous amener à contempler après ce qu'il y a de beau pour notre pays. Aujourd'hui, on pousse les partis politiques à l'excellence. Le président Joseph Djokbenou, le président de l'Union progressiste, l'a révélé. Il a parlé de l'excellence qu'on recherche au niveau des partis politiques. Mais nous ne pouvons pas atteindre à cette excellence, donc parvenir à cette excellence, si nous ne construisons pas ensemble. Lorsque ton enfant vient, c'est l'exemple que le président a donné au chant d'oiseaux. Lorsque ton enfant vient avec une moyenne de 14, l'enfant vient, tu lui dis non, tel que je te connais, tu peux avoir 16 de moyenne. Et tu lui fixes des exigences. Et l'enfant a 16 de moyenne et l'enfant est heureux, la famille est heureuse. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui au Bénin. Et les exigences sont établies afin que nous puissions obtenir de nous-mêmes plus que nous-mêmes, afin que nous puissions travailler à un autodépassement. Et ça, nous ne l'avions pas. Aujourd'hui, nous voudrions quitter la médiocrité, mieux quitter la médiocratie pour vraiment mériter ce que nous faisons, mériter ce que nous avons. C'est pour ça qu'il y a au niveau de notre société une grande salubrité morale afin que nous puissions aller toujours haut, toujours plus haut par rapport à tout ce que nous faisons. Mais nous ne le faisons pas seuls, puisque seul on va vite, c'est ensemble qu'on va loin. Alors nous voulons aller loin et nous sommes appelés à aller ensemble. Et ce sont les partis politiques qui nous permettent cela. Pour finir sur ce sujet, dernière question, à l'heure actuelle, là-bas, le plus dans le camp de qui? Des acteurs politiques, de la société civile, puisque les institutions, elles font déjà, en tout cas, le maximum qu'il faut pour apprêter le nécessaire pour ces élections. Donc la question, c'est là-bas, elle est plus dans le camp de qui ou bien toujours dans le camp de tout le monde? Et je pense que c'est dans le camp de tout le monde. Nous observons. Alors, on peut être spectateur et acteur. Nous observons comment est-ce que les institutions se préparent et c'est le lieu de féliciter les présidents d'institutions qui font un travail monumental afin que les élections puissent se dérouler dans des conditions optimales. Et nous voyons comment la Sénat travaille, les formations qui sont faites au niveau de la Sénat, au niveau de la HAC, au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous voyons qu'il y a des formations, il a dit tout à l'heure, voilà, nous devons nous former pour informer. Informer, en fin de compte, pour réformer. Donc, nous avons donc un rôle important à jouer. Et je pense que toutes les parties, les acteurs politiques aussi sont en train d'observer, mais je vois des descentes au niveau des terrains pour parler, pour communiquer. Nous voyons au niveau de l'opposition, nous voulons une opposition de proposition. Nous ne voudrions pas que l'opposition soit bâtie sur l'aigreur, soit bâtie sur la mauvaise foi. Nous voulons que les talents qui se trouvent au sein de ce parti
puisse présenter les lacunes qu'on relève et puisse faire des propositions afin que le peuple trouve une nouvelle offre. Mais cela, nous ne l'observons pas, nous observons plutôt une démarche où le peuple sera toujours dans la culture de la vengeance. Et ça compromet la paix dont nous parlons. Et nous devons le rappeler pour ajouter au beau message que la conférence épiscopale a donné au peuple béninois. Oui, c'est Anselme Mathéi. La vallée dans le cœur de qui maintenant, toujours de tout le monde. Bien sûr, hein, les passes se font depuis, donc le jeu se fait ensemble. La balle est dans le camp de tout le monde. Et pour rester sur cette logique qu'on développait depuis, on disait que l'obéissance aux lois qu'on s'est fixées est liberté, mais la balle est aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mieux faire connaître cette loi-là qu'on s'est fixée, afin qu'on puisse pouvoir mieux la respecter. Et ce n'est qu'en la connaissant mieux qu'on pourra mieux la respecter. Et donc, la balle est à ce niveau-là. Ce qu'il y a à faire également, ce sont les formations qui sont déjà en train d'être faites pour que le jeu électoral puisse mieux s'organiser. Et puis, l'autre dernière chose à faire, c'est de continuer à prier afin que tout se passe bien. Voilà. C'est continuer à prier afin que tout se passe bien. La conférence épiscopale a commencé par jouer son rôle déjà. D'ici peu, les autres forces religieuses du pays, puisque le Bénin est un État totalement laïque, vont également entrer dans la danse. Et moi, j'ai le cœur fervent et j'ai également l'espérance tranquille que tout se passera bien. Nous avons l'habitude de nous faire assez peur avant de pouvoir passer les échelons. Donc, c'est l'étape de la peur. Ça va passer et après, tout ira bien. Oui, Mohamed Liamidi. Oui. Oui, pour boucler sur cette question, la balle est dans le camp de qui est? C'était ça la question. La balle est au centre. Bien. D'accord. Et je la prends. Puisqu'elle est au centre, je la prends. Donc, que les acteurs viennent jouer. D'accord. Oui. Puisque les organes chargés de la gestion sont déjà en pied d'œuvre. Ouais. Donc, ils font le nécessaire. Le gouvernement a fait le nécessaire. Tout ça, déjà, on le sait. Donc, la balle maintenant est au centre. Les acteurs n'ont qu'à venir jouer. Moi, conformément aux lois. Évidemment. Allez, on embraye sur le second sujet, si vous le permettez, après ce dernier tour de table concernant ce communiqué de la conférence épiscopale. Excusez-moi. Allez, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé le 20 mai 2025 à l'installation de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. La commission est appelée à conduire des réflexions prospectives, élaborer des stratégies de lutte, encadrer les actions des brigades départementales et veiller à la sensibilisation tant des créateurs que du grand public. Il s'agira également de collaborer avec les plateformes numériques internationales pour traquer et faire retirer les contenus diffusés illégalement. Vous avez certainement tous vu passer cette activité du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. Je veux bien commencer par vous, cet Anselme Mathéi, puisque je vous sais acteur culturel en tout cas. Vous êtes du monde littéraire. Je vous pose donc la première question. Une commission comme début de réponse aux cris de cœur de ces artistes, de ces écrivains et autres créateurs pour la jouissance pleine et entière du fruit de leur génie? C'est une question. Oui et non. Oui. Comme début de réponse à cette grande question de la piraterie qui handicape et qui empêche le secteur de la littérature et en même temps de la création de pouvoir avancer tranquillement. Non, parce que des actions ont commencé par être menées il y a bien plus longtemps que maintenant. Donc, mais par rapport à cette grande question de la piraterie, la mise en place de cette commission est un grand ouf de soulagement. C'est une commission qui a un but stratégique et en même temps opérationnel. Nous espérons que les choses puissent se faire autant au niveau de la stratégie qu'au niveau de l'opération pour que les résultats puissent arriver. Des propositions seront faites d'ici peu, mais
pour l'instant, à l'observation de la mise en marche on va dire quoi? On va dire ça, de cette chaîne-là qui doit lutter contre la piraterie dans le domaine de la création, autant dans la littérature que les autres créateurs ou créations sont toutes, vous permettez la tautologie, des créations. Et donc, je pense qu'ils se doivent d'être vraiment des sentinelles, en fait. Quant à la question de la lutte contre la piraterie, autant au niveau physique, au niveau physique des œuvres qui sortent, qu'au niveau, je vais dire, numérique. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous êtes encore plus en proie à la piraterie qu'avant. Donc, moi, j'espère que les propositions vont arriver très vite. Je les attends de pied ferme. Et espérer ensuite que cela puisse vraiment changer les choses. Parce que autant avec le Bubidra qui avait cette grande responsabilité dans notre pays, il y a eu des choses qui ont été faites, mais ça ne suffisait pas. On se demandait comment est-ce que, avec tous les efforts qui étaient faits par ce bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, on avait toujours des problèmes liés à la piraterie. Bon, cette commission arrive maintenant et elle a je vais dire, un parrainage, une coupole qui vient directement du gouvernement. Donc, on peut s'attendre à ce que les choses puissent bien se faire. Et je vais avoir la faiblesse de dire que depuis 2016, j'ai envie de dire ainsi, quand des actes sont pris, quand des décisions sont prises, elles sont suivies avec rigueur et méthode. J'espère également que sur ce niveau-là, rigueur et méthode seront dans le leitmotiv des acteurs de cette commission afin que des résultats et de bons résultats puissent arriver très vite. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je donne la parole à tout le monde. Alors oui, Justin Yoro, cette commission a pour mission de mener des études prospectives, d'élaborer des stratégies, surtout superviser les actions des brigades départementales et sensibiliser le public. Donc il y a également une manière, en tout cas, il a pour mission d'activer le secteur numérique afin que les auteurs puissent garder leurs droits. Pensez-vous que ces attributions seront suffisantes pour réduire tout au moins considérablement cette piraterie contre laquelle on essaie de lutter pour ce qui est de ces créateurs-là? Oui, j'ai entendu, le ministre l'a dit, il s'agit d'être des sentinelles de la création et des créations. Le ministre l'a dit, et être une sentinelle, c'est être vigilant. Tout le temps vigilant. Et à l'ère du numérique, nous assistons à un invisible actif. Et cela est difficile à dompter. Et nous avons l'intelligence artificielle qui bat son plein. Et aujourd'hui, nous devons travailler pour pouvoir dompter tout ce phénomène. On leur a prévu des moyens. Je voudrais que ces moyens leur soient accordés afin que le travail soit réalisé comme il se doit. Donc, je me dis que dans ce challenge qui leur a été confié, au cœur de ce challenge, ils ont à travailler sur la propriété intellectuelle. La question de la propriété intellectuelle doit prévaloir afin que nous puissions vérifier l'intégrité des créations, afin que nous puissions vérifier l'exploitation des créations. Et cela doit être fait de façon méticuleuse parce que, oui, le numérique nous envahit. La piraterie a quitté les eaux et s'est retrouvée au niveau du numérique. Et ce numérique est encore plus vaste, très vaste, et ce sont les hommes qui pilotent ce numérique. Alors qu'on peut facilement voir ce qu'il y a dans les eaux au niveau des hommes, c'est l'imprévisible qui prévaut. Alors comment faire pour prévoir l'imprévisible, pour vaincre l'imprévisible? C'est là ce qui attend la commission qui a été mise en place. Oui, voilà, c'est la partie que je cherchais, Mohamed, la collaboration avec les plateformes numériques internationales pour identifier et supprimer les contenus illégalement et distribués également comme tâche de la mission. Pensez-vous que c'est une mesure clé pour protéger les droits des créateurs dans cet environnement numérique actuel? C'est une mesure clé, elle est importante, mais est-ce qu'elle sera suffisante? C'est là que se pose la question, parce que quand vous produisez un contenu avec l'œuvre musicale de quelqu'un d'autre alors que vous n'avez pas eu l'autorisation d'utiliser, vous allez voir souvent les plateformes signalent et les gens disent je n'ai aucun droit sur cette musique, ce qui fait que la diffusion de votre création et de votre contenu au niveau de cette plateforme
peut-être entrecoupées ou bien connaître des difficultés. C'est déjà quelque chose d'important, il faut insister là-dessus. Maintenant, l'autre chose, ça ne se passe pas qu'au niveau de, comment appelle-t-on, du digital, du numérique, ça se passe également ailleurs. L'utilisation qu'on peut en faire de ces créations musicales ou artistiques là, c'est également ailleurs. C'est pas qu'au niveau des contenus pour le numérique. Et donc, il faut avoir une vision globale de la chose. Ce que je peux donc dire, c'est que voilà un secteur qui attendait depuis et qui avait aussi besoin de recevoir un coup de, comment je vais dire, pas de marteau, mais de chiffon de la volonté de réformer. Et voilà que cela, finalement, il n'est jamais trop tard. Ils ont espéré, finalement, ils l'ont. Parce que auparavant, ce n'est pas la volonté de régler ce problème qui manquait. Seulement que je pense que, si je ne me trompe, c'est la première fois que cela émane d'un gouvernement. Et comme on le sait, comme on l'a vu depuis 2016, tout ce qui est fait, tout ce que ce gouvernement pense faire, il pense et il le fait avec beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur pour avoir le résultat escompté. Donc, on va espérer que ce sera le cas aussi pour cette, je dirais, cette réforme qui vient d'être lancée. Et le gouvernement avisera. Merci à chacun de vous. Et que la piraterie n'atteigne pas les hommes. Allez, j'ai quelques secondes pour rendre l'antenne. Le temps pour moi de remercier mes invités, également vous téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci à vous Mohamed Liamidi, merci monsieur Justin Yoro, merci monsieur Seth Anselme Athéni, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était le débat de ce lundi. On se retrouve demain avec le même plaisir, avec d'autres sujets également, d'autres invités. Je vous rappelle que pour vous qui venez de nous prendre au vol, que cette émission reste disponible sur notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Télébénin, sur notre application Télébénin que vous pouvez télécharger via laquelle vous pouvez nous suivre toujours en direct. Télé avec vous pour vous. Très belle soirée.